Alors, bonjour, professeur Jean-Pierre Fouamba. Professeur, vous n'êtes plus à présenter pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes. Vous êtes professeur et docteur en sciences atmosphériques de l'Université KwaZulu-Natal. Vous êtes également consultant dans plusieurs entreprises en Afrique du Sud et vous travaillez essentiellement sur les questions environnementales et aussi sur les projets agro-pastoraux en votre qualité d'ingénieur agronome. Alors, professeur, nous avons un certain nombre de préoccupations par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est les feuilletons entre cette alliance FCC et l'alliance l'AFDC des Modeste Bahati. Alors, professeur, nous pensons que nous avons quelques questions à vous poser par rapport à cette situation. Alors, la première question, professeur, consiste d'abord à avoir votre point de vue par rapport, donc, d'une manière générale, par rapport à ce feuilleton. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Molumba. J'ai apprécié une fois encore la profondeur des questions ou de la question que vous me posez. Je crois que, en tant qu'homme de science, je vais vous donner quelques principes qui vont peut-être guider ma réponse à cette question politique. Vous savez, dans la vie, l'environnement en général et puis la vie des humains en particulier, il y a des principes qu'il ne faut jamais nier. Et ces principes sont basés sur la sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle s'est faite sur base des aptitudes physiques, mentales et que sais-je encore. Alors, le spectre de la vie politique que nous sommes en train de voir, c'est un spectre forgé contre nature. D'abord, les forces congolaises, je ne sais pas comment vous appelez, les FCC, ce sont des forces, des partis réunis autour des objectifs qui sont contre nature. Parce que ces objectifs, à ma connaissance, ne visaient pas le bien-être du peuple congolais. Ces objectifs visaient le bien-être des acteurs politiques plutôt que de la population congolaise tout entière. Et en cela, vous avez vu que dans l'élan dictatorial, ces partis se sont retrouvés tous ensemble pour former le FCC qui, à ma connaissance, devrait continuer à exercer des pressions négatives sur la population par le détournement des deniers publics, par l'anéantissement des droits civils, et ainsi de suite. Voilà que l'histoire un peu têtue les a rattrapés. Parce que vous savez que dans un groupe, lorsqu'il n'y a pas homogénéité, il sera vraiment difficile que ce groupe-là marche. Et comme on le dit souvent, l'ensemble des groupes est formé des éléments qui militent en sa propre destruction lorsque les règles ne sont pas bien définies dès le départ. Et c'est ce qui arrive dans notre spectre politique aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus parce que vous savez que les principes dictatoriaux qui sont menés par les FCC, rappelez-vous la nomination de M. Chadari comme candidat aux élections, à l'élection de 2018, c'était toute une surprise pour tout le monde. Mais parce que c'était un cercle
dictatorial, personne ne pouvait broncher. C'est ainsi que ce candidat s'est retrouvé malheureux à la fin parce qu'il n'avait pas de soutien de ses pairs. Voilà encore une fois, lorsqu'il s'agit pour le Sénat de désigner un candidat, et cela se fait d'une manière dictatoriale, sans passer au vote, sans passer aux consultations, on désigne quelqu'un. Alors que nous sommes dans un processus démocratique, il fallait que le FCC puisse amorcer ce processus dans ce sens qu'il puisse y avoir l'avis de tout le monde, de toutes les composantes de ces forces. Mais fort malheureusement, M. Ntambwe Mwamba a été désigné par l'autorité morale, malencontreusement, ce qui n'a vraiment pas satisfait l'avis des autres composantes. C'est ainsi que vous avez vu la défection du professeur Bahati, que je salue en passant. Et vous avez aussi vu toutes les tractations qui sont en train de se faire aujourd'hui, qui mènent à croire que les FCC se trompent d'époque. Si FCC a fait coalition avec les Cash, je pense, pour la bonne marge des choses, il devrait plutôt se référer au principe démocratique pour la désignation de ses membres, soit-il au Parlement ou bien dans certains postes ministériels quelque part. Alors, la désignation a fait qu'il puisse y avoir mécontentement, d'où le devoir auquel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc, je crois que le principe démocratique, bien que nous ne le maîtrisions pas encore bien dans notre classe politique, mais elle devrait avoir lieu, et c'est ça qui est à la base de ce déboire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Oui, j'aimerais aussi ajouter à ces propos que le manque d'homogénéité dans le FCC est à la base même du manque de gouvernement jusqu'à aujourd'hui, parce que FCC était toujours animé d'une certaine volonté de ne pas faire marcher les choses. Alors qu'ils sont restés au pouvoir pendant 18 ans, ils n'ont pas vraiment donné un plat à lécher à la population congolaise. Nous avons vu vraiment le délabrement de la société congolaise en tout et pour tout, dans tous les secteurs. Il n'y a pas eu progrès, mais parce que c'était une alliance fondée sur des éléments, sur un profit personnel au détriment de la population. C'est ainsi qu'ils continuent toujours à montrer ce goût-là extrême d'égoïsme, d'égocentrisme, et ainsi de suite. Alors voilà, aujourd'hui, 7 mois pratiquement sans gouvernement, c'est parce que le FCC ne veut pas comprendre que les temps ont changé, quelles que soient les négociations qu'ils avaient bien, quels que soient les accords, mais ils doivent comprendre que les choses ont changé. Il faut que la population congolaise a droit à la vie et elle doit vraiment vivre comme il se doit dans le pays de ses ancêtres. C'est un peu cela que je voudrais ajouter. Donc, les FCC, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais il y a une certaine... il n'y a pas d'homogénéité dans leur pensée, il n'y a pas d'homogénéité dans... Parce qu'il y a une frustration de part et d'autre. Vous pouvez sentir que les gens sont coincés, il n'y a pas de liberté. Alors, c'est cela qui fait que, bon, il y en a qui se voilent la face quand il faut agir. On a peur de celui-ci, on a peur de l'autorité morale, ainsi de suite, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand il y a des choses contre nature, vous savez que la nature fait toujours sa sélection. Et à un moment donné, les lois naturelles vont s'imposer et vous verrez que si les FCC ne font pas attention, ils seront démantelés parce que la sélection naturelle est toujours là. Voilà ce que je voudrais ajouter encore. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention, votre réponse à notre question. Nous voulons aussi savoir, professeur, connaître votre point de vue par rapport à l'avenir de la démocratie dans notre pays. Nous voyons vraiment qu'il y a des gens qui ont parachuté sur la scène politique congolaise depuis
les années 97, les années 2000, qui aujourd'hui ont annihilé tous les efforts établis depuis l'avènement de la conférence nationale souveraine dans notre pays. Des tristes mémoires. Alors, aujourd'hui que nous avons, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de notre pays, nous avions espoir que notre démocratie va se construire petit à petit et, comme dans les grandes nations du monde, aboutir à l'élaboration des règles et des jeux, des modèles de développement sur presque tous les plans. Mais nous voyons que cette démocratie est en train d'être mise à mal par ces élans dictatoriaux de ce front FCC. Alors, que pensez-vous véritablement donc de l'avenir de la démocratie dans notre cher et beau pays? Monsieur Pierre, merci. À mon avis, la démocratie dans notre pays est un peu en péril. Je dis un peu, pourquoi? Parce que, pas totalement, parce que il y a d'abord la volonté politique du président de la République qui, dès son avènement, a refusé toutes sortes de réprimandes et toutes sortes d'arrestations arbitraires, ainsi de suite, en cassant, disons, en fermant tous les cachots, tous les endroits de l'ANR, ainsi de suite, ou des détentions, où les gens s'exprimaient pour peut-être montrer leur ras-le-bol. Alors il a supprimé tout cela. C'est déjà un point positif sur la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'expression de chacun sur ce qu'il entend concernant la gestion du pays. Alors, la démocratie, c'est aussi la critique. Depuis bien longtemps, 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, ça fait pratiquement 50 ans, nous n'avons pas vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens parlent, les gens s'expriment, les journaux écrivent, le président de la République est critiqué, et le gouvernement qui n'est même pas encore là est critiqué, le bureau du président de la République est critiqué, tout le monde parle dans tous les sens et personne n'est inquiété. C'est déjà un élan positif. Ce sont des signaux forts de la démocratie dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous voyons que lorsqu'il faut construire cette démocratie sur le plan institutionnel, nous sommes encore à mal d'y arriver. Pourquoi? Parce que les élans dictatoriaux sont encore en train de primer dans les esprits de nos confrères. Évidemment, le gain facile, la corruption, le clientélisme a tellement gagné notre classe politique que aujourd'hui, on croit que si la classe politique, les acteurs politiques pensent que si on n'est pas flatteur, si on ne s'accroche pas au plus fort, on ne pourra pas avoir un poste dans le gouvernement parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut être mandataire de l'État quelque part, il faut être ministre, vice-ministre, ainsi de suite. C'est ainsi que notre démocratie est mise en péril par cette catégorie de gens. Mais, vous savez, cette catégorie de gens, elle est vraiment minoritaire par rapport à la masse populaire qui, finalement, a compris et est en train de comprendre que les choses ne devraient pas se passer comme cela. La démocratie dans tous les pays du monde, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons eu un bureau définitif au niveau du Parlement, mais il fallait que nous puissions avoir un Premier ministre avec un gouvernement responsable qui devrait mener à bien les choses pour que la démocratie se fasse sentir. Il y a eu bien sûr alternance, mais toujours est-il qu'il faut encore ajouter que cette alternance, qu'on le veuille ou pas, qui a permis
aux Congolais d'avoir deux présidents, l'ancien et le nouveau, ensemble, dans une manifestation officielle, les gens continuent toujours à critiquer cela. Alors, critiquer, c'est bien bon, mais qu'est-ce que vouliez-vous? Rester toujours dans ce spectacle-là où l'on voyait l'ancien président fuir et laisser tout derrière lui, et puis le nouveau qui vient, il bannit tout, il change le nom du pays, et ainsi de suite. Non. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, comme je l'ai dit dans le début de la réponse à cette question, que la démocratie est un peu en péril. Elle n'est pas totalement. Mais je pense qu'avec l'effort de la population, avec le vouloir de la population qui souffre tant, qui a vraiment besoin des institutions fortes pour son bien-être, nous allons y arriver. La démocratie, c'est un processus, ce n'est pas un fait qui arrive par un avion ou bien dans une enveloppe quelque part. La démocratie doit être construite. Alors, à cela, avant de terminer à répondre à cette question ici, notre démocratie, et ça je lance un appel vraiment solennel au président de la République. La démocratie dans notre pays ne pourra pas marcher tant que l'administration publique n'est pas mise en place. Parce que c'est l'administration publique qui sera le moteur de la transmission des actes, du contrôle et tout ce que le gouvernement ou le Parlement devrait prendre comme acte pour la gestion du pays. Tant que cette administration-là ne marche pas, regardez l'exemple de la Cour constitutionnelle, regardez la corruption qui règne, regardez le débat que nous avons connu sur la validation des députés et consorts. Donc tout cela marche de pair avec l'administration. Si l'administration est organisée, si l'administration est modernisée, on ne pouvait pas avoir le genre de choses que nous avons connues avec la Cour constitutionnelle. Donc, il y a un impérieux devoir pour le président de la République qui est le garant du pays, de vraiment veiller à ce que les administrations, à partir de la localité, localité, territoire et consort, cette administration-là soit habilitée. C'est elle qui fera asseoir la démocratie. Sans cela, le sort laissé aux seuls politiciens qui se chamaillent tous les jours, qui ont besoin de postes, rien ne marchera. Voilà un peu ma contribution sur, disons, la démocratie telle que nous sommes en train de la vivre au niveau du pays. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre éclairage. Mais, professeur, j'avais aussi souhaité que vous puissiez épingler aussi le travail des gouverneurs. Parce que le chef de l'État, à mon avis, il peut impulser. Mais nous avons vu que notre Constitution délègue un certain nombre de pouvoirs aux gouverneurs des provinces. À mon avis, ces gouverneurs sont souvent soustraits des bévues qui sont commis dans notre pays. Vous avez bien sûr souligné qu'au niveau de la localité, des collectivités locales, un effort doit être bien entamé. Mais à notre dernière émission, professeur, nous avions aussi fait une analyse comme quoi le problème de notre pays aujourd'hui, c'est la corruption. Parce que aujourd'hui, si le peuple, le Congolais refuse la corruption, le FCC va se disloquer. Et le FCC va disparaître. Parce que c'est un front mis en place pour perpétuer les maux dans notre pays. Alors, si aujourd'hui tout Congolais tournait dos à la corruption, à mon avis, voilà la solution qui désintégrera davantage ce front commun qui est en train de torpiller vraiment notre démocratie. Merci vraiment, professeur. Une autre question pour avancer dans notre échange avec vous. Merci vraiment d'abord pour votre disponibilité.
Je voulais savoir aussi, M. Bahati demande au Premier ministre, M. Ilunga, de reconsidérer la nouvelle configuration au Parlement pour la constitution de son gouvernement. Que pensez-vous de cette proposition de M. Bahati? Tout à fait, Monsieur Pierre. Vous avez raison de parler du phénomène corruption. C'est un phénomène de triste mémoire. Lorsque nous regardons le niveau de raisonnement de nos politiciens et aussi le niveau de paupérisation de la population. Oui, je vais aborder la deuxième partie de votre question après. J'aimerais d'abord m'attarder un peu sur la corruption. Vous savez, Monsieur Pierre, chaque individu, chaque personne a droit à la vie. Même les plantes, les animaux, tout ce qui respire et qui se meut sur la terre a droit à la vie. Et cette vie-là, il faut se battre pour l'avoir. Même les oiseaux du ciel, ils se débattent. Ils doivent battre les ailes pour aller chercher des greniers, là où ils peuvent se nourrir. Et de l'eau pour s'abreuver. Quand bien même, il y a des gens qui pensent que les oiseaux ne boivent pas de l'eau. Non, ils boivent, ce sont des êtres vivants. Ils ont besoin de l'eau pour leur métabolisme. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque je dis que chaque personne a droit de vivre, et d'où vient la corruption? La corruption, c'est un phénomène qui s'implante lorsque l'homme est privé des moyens primaires de vie. Lorsque un fonctionnaire de l'État va au travail, à la fin du mois, il n'est pas payé. Il a droit à la vie. Et toute tentative de corruption le trouvera sur le chemin et il succombera. Avant de parler corruption, ou même avant de lutter contre la corruption, commencez d'abord par remettre les choses en place. Le fonctionnaire doit être payé. L'ouvrier doit être payé. Ne fût-ce que ça, je ne vais pas parler de correctement payer, non. Payer, être payé d'abord. Parce que chez nous, en tant que fonctionnaire, je ne sais pas si nos fonctionnaires sont bien payés ou sont payés. Est-ce qu'ils sont payés régulièrement? Si petit soit-il leur salaire, mais est-ce qu'il vient régulièrement? C'est ça le problème. L'entrave à la corruption commencera au moment où tout le monde qui travaille, toute la masse laborieuse du Congo est payée et rémunérée sur base du travail fourni. En ce moment-là, il n'y a personne qui s'érigira en barrière contre la lutte sur la corruption. Parce que l'on vous demandera pourquoi vous avez accepté cette corruption, parce que vous avez votre salaire. Et en ce moment-là, il y aura des gens qui rempliront les prisons et on verra que les choses changeront. Mais tant que les gens ne sont pas rémunérés, tant que les gens manquent même le minimum vital, je pense que lutter contre la corruption, ce serait verser de l'eau sur le dos d'un canard. Je ne supporte pas la corruption, mais je crois qu'il y a quand même des choses de base, des éléments de base qu'il faudrait remplir dans un pays pour que ce phénomène ne puisse pas se répercuter ou bien ne puisse pas se propager. Quant à votre deuxième question sur les propos du professeur Bahati, je crois, comme je l'ai répondu, je l'ai mentionné dans la première de vos questions, le manque d'homogénéité dans le FCC a fait, et puis aussi le manque de cohésion visionnaire du FCC a fait qu'aujourd'hui qu'il puisse y avoir défection. Et les allures dictatoriales de ce parti ont fait que M. Bahati aujourd'hui prenne distance, quand bien même le FCC continue à le dire haut et fort qu'il a été exclu. Il a été exclu, il a pris distance, qu'à cela ne tienne, nous l'acceptons tel que.
Mais si aujourd'hui, M. Bahati, le professeur Bahati, voudrait que le Premier ministre nommé, M. Ilunga Ilunkamba, puisse faire une consultation pour la formation du gouvernement, c'est en fonction du fait que M. Ilunga a été nommé sur base d'une majorité parlementaire qui s'était dégagée au niveau de notre Parlement. M. Ilunga est membre du FCC, d'où M. Bahati, le professeur Bahati, dont M. Bahati faisait partie. Alors, lorsqu'il se déchaîne aujourd'hui pour partir de ce groupement, je crois qu'il y a une remise en question du nombre de députés, de la majorité qui a même occasionné la nomination du Premier ministre. Et je crois que sur ce plan-là, je ne suis pas juriste, mais je pense que d'une façon logique, ça se comprend. Ça se comprend, d'autant plus que le gouvernement n'est même pas encore formé. Et quand bien même le gouvernement serait formé, parce qu'au niveau du Parlement, les rapports de force devraient changer. Et je ne connais pas les tenants et les aboutissants des accords des FCC et consorts, mais je pense qu'en tant que force, je crois, commune pour le Congo, quelque chose comme ça, je ne sais pas, il devrait y avoir des mécanismes qui font que lorsque un groupement politique se déchaîne ou quitte le groupement, se retire, pour ainsi dire, il faudrait que les rapports de force changent. Alors, dans ce sens-là, je crois que M. Bahati a raison. Et déjà, j'ai même appris en coulisses on est en train de chercher à remplacer le Premier ministre Ilunga Ilunkamba parce qu'il ne répondrait plus à cette majorité parlementaire qui a été constatée. Donc, c'est une remise en question de beaucoup de choses. Et c'est ça qui va faire retarder les choses. Parce que nous sommes allés dans la démocratie par des moyens tout à fait irréels. Nous sommes allés dans la démocratie par des moyens de corruption, de clientélisme, ainsi de suite. Nous n'avons pas utilisé l'élan démocratique pour le service de la nation, mais nous avons utilisé plutôt l'élan démocratique pour le service d'un homme ou bien pour le service. Professeur, merci beaucoup pour votre réponse à notre préoccupation. La dernière question pour terminer, professeur, c'est qu'on veut savoir à qui profite donc cette situation. Le pays fonctionne sans un nouveau gouvernement. À qui véritablement profite cette situation? Merci. Une très bonne question. À qui profite cette situation? À personne. Personne n'en profite. Parce que ceux qui bloquent la formation du gouvernement, ils doivent savoir qu'ils ont leurs frères et sœurs dans la population. Et ceux qui ne veulent pas que le gouvernement ne sorte pas, ils ont leurs frères et leurs sœurs dans la population. Donc c'est un problème commun, c'est un problème des Congolais. Personne n'en profitera lorsque il n'y aura pas de gouvernement. Parce que ceux-là qui pensent que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, nous sommes là, nous avons mangé, nous avons amassé, mais les greniers s'épuisent aussi. Les greniers s'épuisent. Et parce qu'aujourd'hui, la gabegie financière ne sera plus comme hier. Donc, il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir dans un pays des perdants et des gagnants. On fait la politique pour que les gens puissent gagner la vie, pour que le pays marche. Lorsqu'il y a dans un pays un camp qui veut que les choses marchent et un autre qui veut que les choses ne marchent pas, alors ça, ce n'est pas un pays. On est dans l'opposition pour que les choses marchent. On est au pouvoir pour que les choses marchent. C'est cela.
Vous n'allez pas vous opposer à votre adversaire politique pour que les choses ne marchent pas. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est de la sauvagerie. Hein, c'est un peu ça. Personne ne profite de cette situation. Bien au contraire, c'est le peuple qui en souffre. C'est le peuple qui en souffre. J'aimerais vraiment lancer un appel à nos politiciens, qu'ils soient humains, qu'ils soient patriotes. Hein? Je ne vais pas parler des nationalistes, parce qu'on peut être nationaliste et ne pas être patriote. Qu'ils soient patriotes, qu'ils comprennent que ce pays est fait des hommes et des femmes, des enfants, des vieux qui ont droit à la vie. Un gouvernement, c'est le gardien des biens de l'État. Et c'est lui qui les gère. Donc, il faut que nous puissions avoir un gouvernement pour que les départements, les ministères marchent. C'est cela. Il n'y a personne qui en profitera. Bien au contraire, c'est le pays qui recule et les choses ne feront que s'empirer. Et parce que vous savez que la colère de la population, elle est plus forte que le mégatome d'une bombe. Hein? Vous pouvez penser aujourd'hui que vous êtes en train de casser, vous êtes en train d'empêcher la formation de ceci et cela, mais lorsque cette population qui est censée, qui a voté, qui est censée vivre, lorsqu'elle va se réveiller aujourd'hui avec les médias et consorts, ça pourra coûter cher à beaucoup de gens qui laisseront leur peau. Donc je pense que la situation ne profite absolument à rien, ni à ceux qui sont au pouvoir, ni à ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est bien au contraire, c'est la population qui en souffre. Nous devons changer cet état de choses. Je vous remercie, Monsieur Pierre.